la parole à Omar Slaoui, un autre vaillant militant de l'immigration et des quartiers, militant politique et membre du collectif Alizé. Tout d'abord, ça m'a été demandé, il faut dire qu'il y a dire quelques mots quand même de notre absence d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par lui et je finirai par mon propos. Il s'agit d'Olivier Besancenot qui aurait dû être ici à la tribune, mais pour des raisons personnelles sur lesquelles je n'ai aucune envie de m'étaler ici, y compris parce que mettons à sa demande, disons, c'est extrêmement intime. En tous les cas, sachez qu'Olivier Besancenot est signataire de cet appel, qui n'a pas hésité un seul instant à faire partie de celles et ceux qui devaient prendre la parole ici, mais cet événement de dernière minute l'en empêche, et il vous adresse ce message. Donc, je me fais très modestement le porte-parole du NPA, sans pour autant endosser tout le passif de la même organisation. Chers amis et camarades, des raisons personnelles m'empêchent d'être parmi vous. Je le regrette sincèrement car comme vous, je suis convaincu de l'urgente nécessité de redoubler nos efforts communs pour résister au vent mauvais qui souffle sur la société. Dans cette situation politique qui sponsorise l'extrême droite, encense les Zemmour et Ménard, fait l'éloge du, j'ouvre les guillemets, certifié gaulois, je ferme les guillemets, et le procès du décrété, j'ouvre les guillemets, français musulman, je ferme les guillemets, sommet de choisir entre une nationalité et une appartenance, voire une origine religieuse, dans une situation où la gauche parle comme la droite et la gauche radicale bégaye parfois à l'idée de prononcer le mot islamophobie, cette initiative devient essentielle. Avec l'islamophobie, la classe dirigeante a trouvé un moyen inespéré de diviser comme jamais les classes populaires en instrumentalisant de manière sordide les attentats, ainsi qu'une situation internationale dont elle est largement responsable. Mais l'islamophobie ne renvoie pas seulement à une tactique de domination, car si cette forme particulière de racisme structure à ce point la vie politique, c'est parce qu'elle puise ses racines dans les origines coloniales de la France, ce passé mal digéré où l'arabophobie et la nostalgie de l'Algérie française sont vivaces. Raison pour laquelle, en parlant du colonialisme, Fillon a pu sans sourciller dire à haute voix, je veux les criminels, la France n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture au peuple d'Afrique et d'Asie, je ferme les guillemets. Les langues se délient et la xénophobie parle façon décomplexée. Alors, nous aussi, parlons de façon décomplexée. Au fond, ils ont raison. En période de crise, on ne peut plus accueillir tout le monde. Et puisqu'il faut faire des choix, proclamons haut et fort, non, la France ne peut plus accueillir plus de racisme sur notre territoire. Il y en a déjà beaucoup trop. Hasta la victoria siempre, Olivier. Voilà pour ce qui concerne Olivier Besancenot et le NPA. Et je voudrais ici, puisque quand même la thématique générale c'est xénophobie et islamophobie, dans la période des présidentielles, c'est ce qui est un petit peu l'objet de cette table ronde, revenir à des choses sans doute triviales, mais à mon sens au fond bien nécessaires. Rappelez que la xénophobie, l'islamophobie, les racismes tels qu'on les entend dans le cadre de l'antiracisme politique, ce sont des rapports sociaux. Ce sont des rapports sociaux dans lesquels il y a une construction sociale de dominants et de dominés. Et je dis bien de dominants. Et que dans cette construction sociale de dominants et de dominés, il y a évidemment, puisque c'est consubstantiel au propos, il y a une hiérarchisation. Il y a une hiérarchisation entre les dominants et les dominés, mais y compris une hiérarchisation parmi les dominés eux-mêmes, dont évidemment ni vous, ni moi, ni personne ici n'a la main. Ça se décide en très haut lieu. Et très concrètement, ça signifie, pour dire des choses sans aucune ambiguïté, parce que souvent c'est ce qui nous est reproché, il y a dans ce que nous appelons les races sociales, aucune approche essentialiste. Sans doute que celui qui le disait le mieux et avant l'heure était Jean Genet, au travers d'une question. Il disait, mais le noir, au fait, de quelle couleur est-il? Derrière cette question, évidemment, c'est nous amener à comprendre
qu'il ne s'agit pas simplement du degré de la concentration de mélanine qu'il peut y avoir dans ta peau, mais du statut politique qui y est associé. Tant et si bien que je dirais à mon tour, mais d'une autre manière, que dans la période, il y a encore plus noir que le noir, le rhum. C'est-à-dire qu'il y a dans nos sociétés des discriminations racistes qui sont orchestrées entre eux lieu et qui irriguent l'ensemble de la société. Et de ce point de vue-là, les musulmans et les musulmanes, indépendamment de ce qu'ils engagent eux-mêmes dans leur propre parcours mystique, ils sont aussi à côté de leur propre histoire, ils sont aussi des construits sociaux. Ils sont aussi des construits qui sont placés dans cette échelle de hiérarchisation sociale. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste ici dire la chose suivante. Il n'est pas question, il n'est plus possible aujourd'hui de rabattre, de réduire la question de l'islamophobie ou des racismes d'État aux autres rapports sociaux. Il faut en terminer avec les postures ouvriéristes primaires. Genre, ça divise la classe ouvrière, point. Ces racismes-là ne peuvent pas être réduits à cela, évidemment. Mais comme le dit Stuart Hall, un sociologue jamaïcain, longue histoire, grande référence en Angleterre, on ne peut pas pour autant comprendre, penser, expliquer l'islamophobie, la xénophobie, l'ensemble des racismes d'État en faisant abstraction des autres rapports sociaux. On doit pouvoir penser de manière concomitante l'ensemble de ces rapports sociaux, et je le répète, le racisme est en lui-même un rapport social. Le dire comme cela, à mon sens, c'est dire, d'un certain point de vue, ce qui, moi, m'a retourné cet été. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, cette tenue blanche qui a fait l'actualité. Et franchement, le travail qu'a fait Amina, je le souhaite à personne. Se torcher tous les bouquins de Fillon, Copé, Macron, mais très honnêtement, c'est d'une ingratitude extraordinaire. On dort très mal après, ce bouquin de Fillon. Non, il y a des années de psychothérapie derrière, faut exulter. Enfin, en tout cas, ça sert à ça. Derrière, devant, comme tu vois, en tous les cas, c'est du lourd. Mais très honnêtement, indépendamment de ce qu'ils peuvent cracher d'en haut, vomir d'en haut, ce qui fait particulièrement mal, particulièrement pour donner une image, au moment où cette femme se fait soulever par des flics parce qu'elle a une tenue de bain, dit-on, inadéquate. Ce qui fait frémir, ce qui fait peur, c'est la réaction des badauds, la réaction de celles et ceux qui sont autour et qui applaudissent les flics quand ils soulèvent cette femme. Et je dis avec encore beaucoup d'émotion, parce que très honnêtement, c'est fondamentalement ce qui nous intrigue. Pour une raison simple, c'est que moi, Copé, Juppé, Fillon et consorts, Valls, je ne les croise pas dans mon quotidien. Ce que je croise, c'est quand je vais à mon taf, c'est les collègues de boulot. Et ça fait mal à la tête parce que cette islamophobie a pris masse, a pris dans la masse. Et donc, quand je rencontre mes collègues de travail, quand je rencontre mes voisins, quand y compris parfois je rencontre des membres de ma famille, et je vous souhaite bon courage pour les festivités et les repas de famille qui s'avancent. Parce que pouvoir arriver jusqu'à la bûche, ça va être un véritable challenge. Sans que ça explose. Quand tu fais tes courses, tu as acheté ton pain. Enfin, on en parlait, le boulanger c'est plus compliqué. Je ne sais pas ici, mais à Argenteuil dans tous les cas, tous les boulangers sont arabes. Je ne sais pas, c'est le début du bon remplacement, je ne sais pas ce qui se passe. On a attaqué par la filière du pain. La baguette tradition chez nous, c'est que les Arabes. Alors très honnêtement, on a ce problème-là qui se pose avec une question fondamentale. Comment se fait-il que ces discours racistes prennent particulièrement de manière aussi massive? Et de ce point de vue-là, on ne peut pas faire l'économie de regarder ce qui se passe ailleurs parce que ça fait écho à ce qui se passe ici, l'islamophobie pendant la présidentielle. Je parle des élections aux États-Unis avec ce qu'on appelle les fake Trump. Mais évidemment, le Brexit en Angleterre doit nous interroger. La montée des nationalismes, de l'extrême droite, des chauvinismes, partout en Europe, en tous les cas, quelques exceptions près, doivent nous interroger. Très concrètement, les racismes nous gonflent partout. Et je ne peux pas penser, enfin je pense qu'on est plusieurs à ne pas pouvoir penser simplement, que les peuples sont simplement des réceptacles passifs à des idéologies racistes qui viendraient d'en haut. Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une adhésion consciente d'une grande partie de la population aujourd'hui à ces idées racistes, et cette adhésion consciente, elle ne se fait pas sur une posture essentialiste ou je ne sais quoi, mais c'est parce que, il faut le dire, c'est qu'elle permet de faire sens pour un grand nombre de gens, de faire sens particulièrement où il y a une recherche de sens, où il y a une absence de sens pour le quotidien, dans le quotidien de millions, voire de milliards d'individus à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une perte de repères. Et de ce point de vue-là, cette islamophobie, pour reprendre les termes de Gramsci, joue ce rôle de ciment social. C'est ceux qui s'intéressent à la question de à quoi sert l'islamophobie. Eh bien, elle sert à donner du sens aux islamophobes. C'est-à-dire, y compris pour celles et ceux qui sont musulmans, indépendamment de ta foi mystique qui te pousse à aider les autres, sache qu'il y a en plus de l'islam qui t'habite une nouvelle fonction sociale, c'est que tu aides aussi les autres à vivre parce qu'ils sont islamophobes. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement important sur lequel je crois on doit s'arrêter. C'est-à-dire comment se fait-il que cette absence de sens, ces contresens même historiques, puissent faire le plein aujourd'hui et que ce ne soit pas autre chose. Et là-dessus, s'arrêter de prendre des photographies de ce qui se passe en Angleterre, en Europe et dans le monde et en France, ça me semble essentiel. En Europe, il y a aujourd'hui 120 millions de personnes qui risquent de basculer dans la grande pauvreté. C'est 11 millions de personnes en France. C'est 17% de la population en Angleterre et en Allemagne. Et en Allemagne, ça a été doublé très récemment sur les 10 dernières années. Ce nombre de personnes capables de basculer dans la grande précarité. 50 millions de personnes en Europe ne peuvent plus aujourd'hui assumer les frais du chauffage, les frais du quotidien. Il y a aujourd'hui, on le sait particulièrement en France, 6 millions de chômeurs et ça n'a pas diminué quoi qu'on en dise quand on en rassemble toutes les catégories, A, B, C, etc. Qu'il y a par ailleurs 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Qu'il y a aux États-Unis, sous les deux mandats d'Obama, 85% des richesses produites qui ont été accaparées par 1% seulement des Américains, évidemment les plus riches. Qu'il y a en Europe 1% des Européens qui détiennent un tiers des richesses du continent européen, pendant que dans le même temps, il y a 40% des Européens qui vivent avec 1% des richesses du continent, c'est-à-dire la moitié des Européens. Le dire comme ça, c'est bien comprendre qu'on ne se méprenne pas. C'est pas ramener tout à la question sociale, point barre. Je l'ai dit, je le redis. Le racisme, l'islamophobie est préexistant aux crises économiques. Il a une longue histoire à voir avec la colonialité. On le sait. Mais pourquoi, comment se fait-il que l'islamophobie explose dans la période? Et pas que l'islamophobie, la négrophobie, la homophobie, tous ces racismes d'État. Eh bien, il y a de fait. C'est ça, penser les rapports sociaux ensemble. Il y a un lien, évidemment. Il n'est pas mécanique. Mais il existe un lien, il y a des corrélations très fortes entre cette situation sociale d'une part d'un côté et de l'autre côté, cette montée de l'islamophobie. Et je le dis, je finirai là-dessus. C'est parce qu'il y a une perte de sens, justement, qu'il y a dans les populations de manière générale une crise des symboliques, une crise économique et sociale, je l'ai dit, mais une crise idéologique quand la droite et la gauche font la même politique, par exemple. Des crises écologiques, il faut aussi en parler, dont les premières victimes sont évidemment les pays du Sud. Mais ce non-consentement, qui se traduit par une crise de l'hégémonie, font que partout, on refuse des institutions qui nous sont opposées. Et c'est vrai au niveau de l'Union européenne, ça a été dit tout à l'heure par nos camarades grecs, où très récemment, lorsque le gouvernement veut donner un coup de pouce aux retraites, on a la Troïka, on a l'Union européenne qui monte en avant et qui dit on vous coupe les aides. On a aujourd'hui des corrélations très très fortes et les gens se méfient de manière posée, de manière rationnelle aux institutions, ce qui explique en partie le Brexit. Je dis bien en partie. Mais fondamentalement, cette crise d'hégémonie, ça se traduit pour les pouvoirs en place de la manière suivante. C'est ce que fait le gouvernement Valls.
ce qu'aurait fait n'importe quel gouvernement de droite ou de gauche et partout en Europe et dans le monde, c'est qu'ils agissent sur tous les leviers. Et ce qui se passe en France, parce qu'il y a des risques d'explosion lorsqu'il y a une crise d'hégémonie, c'est tout faire pour que ça n'explose pas socialement. Et ils ont des leviers là-dessus. L'un des leviers, c'est de commander justement tous les appareils idéologiques d'État pour décentrer la question sociale et mettre au centre des questionnements celle de l'islamophobie, celle de la haine de l'autre, pour pouvoir justement construire un nous. Et fondamentalement, ça marche. Ils ethnicisent la question sociale comme ils ethnicisent aussi l'universel pour pouvoir mener les guerres aussi à l'extérieur. On a aujourd'hui dans ce pays-là une volonté idéologique et qui passe dans les faits de mettre en avant la guerre de civilisation. Vince l'a dit mieux que personne. La priorité des priorités, c'est notre identité, dit-il. C'est notre civilisation, c'est notre culture. Et il rajoute, et c'est sans doute ça le plus important, il rajoute le reste est secondaire, c'est-à-dire justement les questions sociales et d'égalité sociale. Ce qu'ils veulent mettre à l'ordre du jour, c'est la grille de lecture pour construire un ennemi intérieur, pour pouvoir justifier les guerres à l'intérieur et à l'extérieur. Donc l'un des leviers, c'est celui-là. Et il y en a un deuxième qui nous touche, c'est celui de la répression. Des armes de répression massives dans ce pays-là. Bien sûr quand elles sont exportées pour mener les guerres, mais y compris à l'intérieur. Cette répression, on l'a vu, ça a été dit par je ne sais plus qui, je crois que c'est Leïla. Mais on peut le dire, l'état d'urgence, c'est le 49-3 contre les musulmans. L'état d'urgence, c'est l'arme de répression massive qui s'adresse à une catégorie de la population. On peut le dire, ça a été dit, en tous les cas, il faut le dire comme ça. Sur les 4000 interpellations, au mieux, on a 60 personnes qui ont été interpellées en lien avec le terrorisme. Et attention, la démonstration juridique n'a pas été encore faite, qui dit tout ce qui est. Ça veut dire un taux d'échec de 99%. Pour le dire autrement, l'état d'urgence, c'est 1% de réussite concernant le terrorisme, au mieux. C'est 99% de réussite du point de vue de la stigmatisation d'une catégorie de la population que sont les musulmans. Et ça, c'est un des objets. C'est pour ça qu'ils veulent le garder, l'état d'urgence. Parce qu'il s'agit de mettre au centre de l'échiquier politique, justement, une catégorie de la population. Mais cette répression, elle passe aussi, il faut le dire. Ça s'est vu pendant la loi travail. Ça s'est vu ou ça s'est pas vu. Mais il y a 750 salariés aujourd'hui qui passent devant les tribunaux pour faire de grève. Cette répression, elle permet aussi de mater le mouvement social. Et quand je dis aussi, c'est un euphémisme. Hollande a écrit noir sur blanc avec ce bouquin, avec ses deux journalistes, où il explique que l'état d'urgence, ça permet de calmer les mobilisations pendant la COP21. Autrement dit, cette répression-là, elle tape de manière tout azimut. Bien sûr sur une catégorie de la population, les quartiers populaires, mais aussi ailleurs. Et du coup, je finirai là-dessus, c'est vraiment ma conclusion. Sur le fameux que faire. Eh bien, le que faire, ça se traduit par faire du sens là où il n'y en a pas. Et faire du sens, c'est ce que font déjà tous ceux et toutes celles qui bossent contre l'islamophobie pour une égalité de plein droit dont le CCIF fait partie. C'est un point fondamentalement important. Mais en même temps, parce que la stratégie, c'est justement de mettre la question sociale de côté, lutter contre l'islamophobie, ça veut dire réhabiliter la question sociale, y compris dans ces arènes-là, dans cette tribune ici, parce que c'est fondamental. Nous devons le dire haut et fort. Il y a besoin d'avancer, y compris sur les questions d'égalité sociale. Lutter contre l'islamophobie, c'est lutter contre toutes les formes de répression, l'état d'urgence évidemment compris, mais être solidaire de tous ceux et toutes celles qui sont traînés dans les tribunaux parce qu'ils ont déchiré des chemises fondamentalement. Leur combat, c'est aussi notre combat. Et enfin, je terminerai là-dessus, lutter contre l'islamophobie parce que c'est une véritable logique d'ennemis intérieurs et d'ennemis extérieurs qu'on file avec la même grille de lecture, c'est fondamentalement s'opposer aux guerres impérialistes et donc se mêler de ce que fait la France à l'extérieur, en solidarité avec les peuples syriens, les peuples soudanais, les peuples érythréens, le peuple palestinien, parce que leur combat pour la dignité, c'est évidemment fondamentalement notre combat pour notre dignité ici.
Merci.